que fait François Oust. Je suis consultant en marketing digital appliqué au tourisme. Je travaille au sein d'une agence qui s'appelle Wax Interactive, qui gère des stratégies de promotion digitale sur une tonne de secteurs, sur une tonne de types de clientèle. Et j'anime aussi régulièrement un site et une newsletter hebdomadaire qui s'appelle e-tourisme Feng Shui, qui a prétention de retracer l'actualité du tourisme, du marketing et de l'innovation sur ce secteur. Je voulais parler, donc on s'est mis d'accord sur un petit sujet qui est le marketing de l'enthousiasme et qui est les nouveaux moyens de communication, nouveaux avec des énormes guillemets. En tout cas, la nouvelle façon de communiquer, de générer de l'engagement, de générer de la communication, de l'amplification autour du voyage et autour de certains autres secteurs. Je voulais juste parler de quelques constats parce que ce thème du marketing de l'enthousiasme, il ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Il vient parce qu'il y a énormément de choses qui changent et il y a une actualité qui se bouscule énormément autour de la communication et du marketing depuis un an, mais vraiment, vraiment énormément, et encore plus depuis les 2 derniers mois. Donc c'est des données que je voulais remettre un peu en avant pour bien avoir conscience des changements qui sont déjà en place et qui vont se préparer dans les mois qui viennent, dès qu'on va parler de digital, de publicité et de marketing. Je pense que vous en êtes tous conscients, il y a l'économie collaborative qui est en train de totalement chambouler la façon de consommer le voyage et de consommer plein d'autres choses. Airbnb, Uber pour les plus importants, plein d'autres acteurs qui existent sur plein de marchés différents, que ce soit pour aller emprunter la perceuse du voisin, que ce soit pour faire de l'échange de devises entre particuliers. Il y a une tonne de secteurs, il y a une tonne de choses qui gravitent autour de tout ça. C'est un point important dans le marketing de l'enthousiasme parce que tout est piloté au départ, tout est l'idée aujourd'hui par cette typologie d'acteurs, par des acteurs qui animent des communautés, par des acteurs qui sont pas dans la propriété et sont pas dans l'exploitation d'un bien, mais sont dans le partage d'un usage ou la mise à disposition d'un inventaire, ce qui est un business totalement différent, ce qui permet de faire autant de chiffre d'affaires que n'importe qui. Je rappelle juste un chiffre, c'est que Airbnb a annoncé 100% de croissance cette année sur son chiffre d'affaires mondial. Donc c'est une économie qui se porte plutôt pas mal. Ça reste quand même une économie importante. Je voulais juste remettre un bémol sur les motivations d'utilisation de l'économie du partage. On met énormément d'emphase sur le côté consommation responsable, mise en avant de l'usage devant la propriété, gestes écologiques, gestes citoyens, etc. Le premier argument à 63% pour quelqu'un qui fait appel à l'économie du partage, c'est le prix. C'est parce que c'est moins cher d'aller louer une perceuse que de l'acheter. C'est parce que c'est moins cher d'avoir un appartement très chic à Paris avec Airbnb plutôt que d'avoir une chambre d'hôtel 5 étoiles. En tout cas, c'est la perception et c'est la motivation. Je ne dis pas que c'est la réalité du prix. Je remets juste aussi en avant quelques données d'usage sur les marques et sur les produits. Il y a pas mal d'études qui sont sorties de la part de Google sur le secteur du voyage et sur la perception des marques et la perception et les process de choix d'une chambre d'hôtel, d'une compagnie aérienne, de tout ce qu'on veut, de la part d'un internaute. Il y a des données assez intéressantes là-dedans. C'est que donc sur une étude, je précise, réalisée aux États-Unis en 2014, on est sur un marché qui est légèrement différent du marché européen, on a environ 80% des personnes qui réservent un billet d'avion qui n'ont pas choisi la marque, la compagnie aérienne sur laquelle ils vont voyager avant de faire leur recherche de billet d'avion. On a 85% des personnes qui cherchent en gros une chambre d'hôtel. On va mettre dans lodging le générique de la chambre d'hôtel. Ça inclut du resort de vacances, ça inclut plein d'autres choses. Mais en tout cas, 85% des personnes qui, au moment où ils commencent à chercher une chambre d'hôtel, à chercher un hébergement, n'ont pas idée de la chaîne hôtelière dans laquelle ils vont séjourner au final. Et on a 65% qui annoncent ne pas avoir fait leur choix, mais qui ont déjà eu une shortlist en tête, et 20% qui annoncent ne pas savoir du tout sur quelle chaîne d'hôtel ils vont réserver.
La deuxième slide est encore plus intéressante, c'est toujours la même étude Google sur le marché américain. 65% des personnes interrogées avouent ne pas faire la différence entre les marques hôtelières. Être incapable sur le marché américain de se dire réellement, si je vais chez Starwood, chez Marriott ou chez Hilton, qu'est-ce que je vais avoir comme traitement différent, comme type de chambre différent. Sur une compagnie aérienne, on est à 57%. Est-ce que si je vais chez United, chez Delta ou chez US Airways, je vais avoir un service ou une identité de marque qui est différente? Pour 57%, non. C'est pareil, il n'y a pas de distinction. Il y a une perte d'identité de la marque sur le secteur du voyage. Est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est juste une révélation maintenant? C'est assez compliqué à dire, mais en tout cas, il y a un symptôme qui est que pas mal de marques de voyage aux États-Unis n'ont pas d'existence propre dans l'imaginaire des internautes. Un deuxième point assez important qui a mené sur cette réflexion sur le marketing de l'enthousiasme, c'est que la publicité digitale, la publicité même au global, est aujourd'hui en crise, en grave crise. Une des plus grosses crises qu'on ait vécues sur le secteur Internet. Tous ceux qui ont un iPhone 6, je ne sais plus quoi, depuis septembre, je suis sur Android, c'est pour ça que je ne suis pas trop les modèles. Tous ceux qui ont un iPhone 6 ont vu débarquer des adblockers depuis le mois de septembre, donc la capacité à aller bloquer l'affichage de la publicité sur les téléphones mobiles. On a des logiciels comme AdBlock qui sont disponibles et dont l'usage est en croissance depuis de nombreux mois, qui sont disponibles sur PC et qui empêchent l'affichage des publicités classiques, donc toutes les bannières, etc., qui permet aussi de bloquer l'affichage des publicités sur Facebook, soit dit en passant, ou des pré-rolls sur YouTube. Donc l'industrie publicitaire est un peu sous pression aujourd'hui parce que la part de la publicité affichée et réellement diffusée auprès des internautes est en train de diminuer de manière assez sévère. Oui. On estime qu'il y a dans le monde, je crois qu'on est entre 25 et 30% des utilisateurs qui sont équipés d'une technologie AdBlock. Est-ce que c'est une technologie mobile? Est-ce que c'est une technologie logicielle, navigateur, etc. En tout cas, une technologie qui empêche l'affichage d'une certaine catégorie de publicité. Et j'ai mis mes slides dans le désordre. D'ailleurs, le secteur publicitaire le reconnaît lui-même, puisque l'IAB, l'International Advertising Board, l'association mondiale qui gère en gros les régies et les formats publicitaires sur Internet, a publié un communiqué la semaine dernière pour dire ça fait 15 ans qu'on merde. En gros, je résume en gros le résumé, mais il est vraiment rédigé de cette façon-là, et de dire, on a pris en compte le ciblage, on a pris en compte des formats qui étaient de plus en plus intrusifs, on a pris en compte des données pour être capable de servir des publicités de plus en plus ciblées, etc. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, on n'a plus pris en compte du tout l'internaute. On a juste essayé de maximiser des taux d'affichage, de maximiser des taux de clics, sans se poser la question du contenu des publicités, oui et non, sans se poser la question de la pression, ou en tout cas de garder une pression acceptable pour l'annonceur, pas pour l'internaute, et sans se poser la question de l'intrusion auprès de l'internaute et de la rupture de l'expérience de l'internaute. Si je viens voir une vidéo pour YouTube, c'est pas pour me taper un pré-roll, c'est pour avoir ma vidéo. Je suis en train de lire. Je regarde assez régulièrement des concerts sur YouTube, la coupure de 3 minutes pour me diffuser une pub Pampers entre deux morceaux. Si je suis sur YouTube, c'est bien pour éviter ce genre de choses, sinon je regarderai la télé normalement pour avoir ces coupures. Donc l'IAB eux-mêmes, les professionnels de la publicité eux-mêmes reconnaissent que, ok, on a été un peu trop loin, on est en train de réfléchir à une initiative qui s'appelle Lean, des publicités légères, cryptées, qui laissent le choix à l'utilisateur et qui sont non invasives, qui ne vont pas donner de rupture dans l'expérience utilisateur des internautes. Honnêtement, j'y crois moyen. Je pense que de toute façon, ils ont réagi à peu près 10 ans trop tard par rapport à la réalité du marché, à la réalité de l'expérience utilisateur. Je crois que des études qui avaient été faites sur les publicités sur mobile avaient montré que 70% de la bande passante consommée sur un site d'actualité était en fait soit des technologies de marquage, soit du contenu publicitaire réel. Donc on est vraiment dans une rupture
sur ce modèle-là qui est vraiment assez importante. Je fais juste un point. Si vous avez l'occasion de regarder le pitch du président de Pepsi Cola aux États-Unis, il y avait une grosse réunion de tous les annonceurs et de toutes les agences en Floride la semaine dernière, un gros raout aux États-Unis. Le président de Pepsi Cola lui-même a fait un discours en disant on a été trop loin, on déconne à fond, maintenant on va faire totalement autre chose. Donc la prise de conscience est globale sur le marché. Du coup, on arrive sur des choses où c'est le contenu qui est en train de reprendre la place de la publicité. Vous avez tous entendu parler de content marketing, de brand content, etc. On arrive sur des solutions, des plateformes qui permettent en fait de gérer un contenu comme étant une publicité. Il y a plein de modèles, il y a plein de solutions, il y a plein de typologies de contenus différents. Je mets juste celui-là en avant. Il est totalement en dehors du secteur du voyage, mais il est extrêmement révélateur. The Guardian, grand site d'information, grand magazine, grand journal anglais, dans son édition numérique, a mis à disposition d'Unilever, géant mondial des cosmétiques et des produits d'entretien, une rédaction entière. Unilever a sa rédaction au sein des équipes du Guardian pour publier du contenu qui est du contenu un peu lifestyle, un peu bonne pratique, un peu éco-responsable, un peu tout ça. Mais en tout cas, on est sur des techniques où Unilever paye une partie de la rédaction d'un journal pour développer du contenu qui fait la promotion d'Unilever. Donc on est vraiment sur une rupture des modèles. Unilever ne vient pas en disant j'achète 40 pages de publicité dans le journal ou j'achète 10 milliards d'impressions sur le site. Non, non, je veux qu'on me produise du contenu, je veux qu'on mette ça en place. Ça existe en France sur d'autres secteurs, ça existe sur d'autres types de supports et sur d'autres types de magazines. Il y a des très beaux leaflets de la part d'Airbnb dans certains magazines américains type Monocle. En tout cas, le point est en marche. Sur ces points-là, le marketing de contenu, la publicité de contenu, c'est quelque chose qui est une trame de fond. J'en mets une dernière sur le contexte. La cible jeune. Alors, qu'est-ce que je mets dans jeune ? C'est une étude qui est sur les 13-19 ans. Donc, on va s'en tenir à cette partie-là pour la définition du jeune pour aujourd'hui. Sont de plus en plus, 1, sur des réseaux sociaux, 2, sur des réseaux sociaux éphémères. Donc, à la fois Facebook, Twitter, Instagram, Twitter un peu moins, Instagram beaucoup plus. Tout ce qui va être sur du partage d'images, du partage de vidéos, etc. Et de plus en plus aussi sur des solutions qui sont des solutions de messaging et pas seulement des solutions de réseau social qui sont capables de capter un historique. Donc on a toute une sphère de communication qui est en train d'échapper à la publicité classique, qui est en train d'échapper à la diffusion de contenu classique. On peut faire de la publicité sur Snapchat, je ne dis pas le contraire, mais on est totalement en dehors de tout ce qu'on a connu depuis 15 ans en publicité, qui est d'avoir de l'affichage durable, de générer du clic, de pouvoir mesurer le taux d'impression par rapport au taux de clic, d'être capable de cibler, etc. Snapchat, c'est éphémère. Une fois que le message est diffusé sur Snapchat et une fois que le message est publié à un certain nombre d'utilisateurs, 1, il disparaît, 2, le poids de la visualisation du message est beaucoup plus fort que l'interaction avec ce message lui-même. Donc on est en train de rentrer dans un marketing qui est plus un marketing d'acquisition d'audience, qui est plus un marketing d'acquisition de trafic, mais qui est un marketing de visibilité extérieure sur des réseaux éphémères ou sur des réseaux sociaux. En fait, on parle un peu de publicité, alors je me suis permis un petit slogan. En fait, on fait moins de publicité, on fait plus de communication aujourd'hui. C'est très compliqué à vivre parce qu'on vient d'un monde, et on vient d'un monde digital où la publicité était reine et où on mesurait tout en affichage, en taux de clic, en nombre d'affichages par part de voix, en reach, etc. On avait énormément de capping qui était défini sur ces points-là. Les premières bannières publicitaires datent de 97, ça fait 20 ans qu'on formule ce genre de choses. Aujourd'hui, on est sur des moyens de communication où on ne va plus chercher forcément des affichages, où on ne va plus chercher forcément à avoir des clics, à avoir des visites, mais on va chercher l'adhésion d'une cible à un message de marque. La question derrière, c'est comment on mesure une adhésion. Et on peut mesurer des tonnes de choses, mais la réponse est extrêmement compliquée et aujourd'hui, personne n'a une formule magique sur ce genre de choses. Du coup, à partir de ça, les marques commencent à évoluer dans leur discours même.
On a parlé de moyens pratiques, de moyens de communication. Ce qui est intéressant, c'est comment ces moyens de communication, de l'économie qui est liée à l'usage, de la baisse de la publicité, des moyens de communication qui sont de plus en plus éphémères, comment tout ça, ça fait évoluer non seulement les dispositifs digitaux ou les dispositifs globaux de communication des marques, mais le discours même des marques. Et c'est assez intéressant. Et je voulais reposer ma voix avec juste un petit film que je vais réussir à lancer. J'espère. Alors, est-ce que je vais y arriver? Si je retrouve mon curseur. Ah, c'est terrible. D'habitude, j'ai l'écran qui est de l'autre côté. Du coup, je me repère pas. Hop. Voilà, c'est la dernière campagne de publicité de Johnnie Walker, la marque de whisky, qui a été lancée il y a 3 semaines environ. On appréciera le choix de la bande-son sur un marché international. C'est la première fois que Johnnie Walker fait une campagne worldwide, que le message est unifié sur l'intégralité des pays de distribution de Johnnie Walker et des pays de communication de Johnnie Walker. Aujourd'hui, eux ont fait un très gros revirement, chercher en fait quelque chose pour illustrer le marketing de l'enthousiasme et pour me dire, bah voilà, comment on communique de l'enthousiasme, c'est quoi la campagne emblématique, c'est quoi le discours emblématique. Et c'est venu à point nommé, dans la mesure où Johnnie Walker a un discours qui est un slogan qui est unique depuis une vingtaine d'années environ, qui est le Keep Walking, continuer à marcher. Qui est utilisé partout, mais qui était utilisé jusque-là avec un sens d'effort et de récompense, qui était utilisé sur faites des efforts, continuez à marcher, vous aurez une récompense à la fin. L'American Way of Life, la réussite, tout ce qu'on peut imaginer comme imaginaire pour une marque de whisky derrière ça. Et aujourd'hui, le premier plan global de Johnnie Walker, il est communiqué sur la joie. Il n'est pas communiqué sur l'effort, il n'est pas communiqué sur la réussite, il n'est pas communiqué sur le travail ou quoi que ce soit, il est communiqué sur profitez de l'instant présent, faites-vous plaisir, la joie vous mènera plus loin. J'ai pas trouvé mieux comme campagne emblématique de ce revirement des marques, une marque qui était là dans l'effort, dans la récompense, qui était très Wall Street, qui était très Golden Boy, etc., très années 80 hein, dans son image finalement, qui aujourd'hui communique sur du vécu, sur du loisir, sur de l'expérience et sur de la joie. C'est très très fort pour moi comme message. Et ça permet d'enchaîner sur plein de gimmicks de communication qui sont en train de changer un peu partout, sur plein de secteurs, où tout le monde est un peu en train de se réapproprier ce genre de discours. On l'a par exemple sur l'automobile. Sur l'automobile, historiquement l'automobile, c'est une possession.
On met en avant les caractéristiques, on met en avant la carrosserie, on met en avant le design. C'est quelque chose qu'on possède, c'est un objet, c'est tout le symbole des baby-boomers. La réussite, c'est l'automobile pour les baby-boomers. Aujourd'hui, la dernière campagne de Renault sur la capture, c'est en anglais Capture Life, en français, je ne sais plus. J'ai plus le slogan en français. En tout cas, le Capture Life est la traduction du slogan. Je crois que c'est Vivez l'instant de mémoire. La première campagne de publicité de la capture, c'était avant d'emmagasiner des souvenirs et de les partager, il faut les vivre, vivez-la en automobile. On n'est plus sur le marketing, on n'est plus sur la mise en avant du produit, on est sur la mise en avant de son usage. On est sur la mise en avant de tout ce qu'on peut faire de chouette avec une Renault Capture. On appréciera l'adéquation au modèle ou non, mais en tout cas, il y a un vrai parti pris de communication qui est de dire, voilà, cette voiture va vous permettre de vivre de très chouettes instants et de les partager avec le reste de votre famille. C'est une des trames de communication de Volkswagen, hein, soit dit en passant, ou d'Opel sur certains usages, le côté familial, le côté on en profite. En fait, on va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait aussi, c'est que les marques créent des événements pour faire parler d'elles. On n'est plus juste dans la mise en avant du produit, encore une fois, on est dans la mise en avant de la marque et dans la mise en avant de tout l'imaginaire qu'il y a autour de cette marque. C'est de l'event marketing, hein. On a toujours créé des événements pour communiquer, toutes les marques ont toujours créé des événements pour communiquer. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant chez un Airbnb, c'est que Airbnb utilise ces événements comme source d'amplification de sa marque. Vous l'avez vu, je crois que ça se terminait hier, on pouvait avoir une nuit aux catacombes. On pouvait gagner une nuit dans les catacombes avec Airbnb. Ce n'est pas le premier événement qu'ils font. J'ai vu passer le téléphérique dans je ne sais plus quelle station de ski, le château de Chenonceau. On a eu le tremplin de saut à ski à Oslo, il me semble. On a eu la nuit aux Galeries Lafayette pour l'ouverture des soldes. Où on pouvait se réveiller dans un lit autour de la grande coupole à 8h du matin et avoir 1 heure de solde pour soi tout seul avant l'ouverture officielle des magasins. Il y a beaucoup de choses qui sont en fait de la mise en événement du produit et qui derrière n'est plus de la publicité. C'est de la communication, parce que tout le levier qu'il y a derrière cette mise en avant d'événements, ça c'est la maison flottante sur la Tamise. La maison flottante sur la Tamise, elle a été mise en place pour fêter les accords de l'officialisation de l'accord entre l'Office de tourisme de Londres et Airbnb. En gros, il y a eu moins de disputes à Londres qu'à Paris sur les questions de taxes de séjour, d'officialisation de la commercialisation d'Airbnb. Et pour fêter tout ça, Airbnb a organisé un événement, a fait flotter une maison sur la Tamise et a ouvert la location d'1 ou de 2 nuits sur la maison qui flottait sur la Tamise dans le quartier des Docks. Il y a cet événement qui est créé avec des moyens de communication qui sont assez légers, mine de rien, en dehors de la création de l'événement. Et à partir de là, Airbnb compte avant tout sur des retombées presse, sur de l'amplification sociale, sur des ambassadeurs, sur du brand advocacy, sur différents points pour relayer cette information et créer de la notoriété autour de sa marque. Il y a extrêmement peu d'achats médias chez Airbnb. Quand on compare l'historique d'Airbnb avec d'autres acteurs, les campagnes métro sont arrivées très très tard dans l'historique d'Airbnb par rapport à d'autres acteurs de la location, les grandes affiches dans le métro. Les campagnes de liens sponsorisés Google AdWords sont arrivées extrêmement tard également. En général, c'est le levier qu'on déclenche en premier quand on lance une offre de location parce que c'est le levier qui est le plus facilement rentable. Airbnb a attendu extrêmement longtemps pour se lancer sur ce type de levier parce qu'il a d'abord voulu construire une marque extrêmement forte à coup d'événements, à coup de films de communication, à coup de diffusion. On remet de l'humain autour de tout ça. L'image est très très floue, c'est une campagne qui était signée HOP, la compagnie aérienne locale d'Air France. L'idée de la campagne, c'était de mettre en avant de mettre en relation via Skype des gens qui se connaissaient. Et puis au final, à la fin de la conversation Skype, la personne qu'on avait eue au bout du fil frappait à la porte d'entrée et disait bah non, finalement je suis là parce qu'avec Hop, c'est super pratique et c'est super rapide, etc. On peut démonter tout le point derrière. Le point qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on n'est plus sur une communication du tout du produit. Encore une fois, il n'y a pas de compagnie aérienne dans cette communication, il y a de l'humain.
La compagnie aérienne vend de la proximité, vend de la rencontre, vend de la facilité d'usage. Et on remet énormément d'humain dans la communication, on remet énormément de relationnel et on remet énormément de chaleur dans la communication. Celle-là a fait beaucoup parler, mais on est exactement sur la même chose, hein, Nescafé. Nescafé a fait plein d'études pour bien sûr prouver que le café est un moment extrêmement convivial, que c'est le moment où on échange, on se retrouve, etc. On peut retrouver toutes les études qu'on veut sur ce point-là. Mais Nescafé a basé toute sa communication 2014 sur le thème de la rencontre et sur le fait que, voilà, le café, c'est l'occasion d'aller voir quelqu'un, c'est l'occasion de renouer un contact, de refaire une rencontre. Et on est sur des moyens de communication, on est encore une fois sur des campagnes virales, sur des campagnes vidéo, qui remettent en avant de l'humain, qui remettent en avant de la rencontre, qui remettent en avant une expérience, un vécu autour d'un produit, plutôt que de remettre en avant le produit lui-même. C'est très important dans ce marketing de l'enthousiasme. Je reviens sur Airbnb. Forcément, c'est difficile de ne pas en parler tout le temps, mais ils font tellement de choses, c'est difficile de passer à côté. Toute la campagne de communication, niveau mondial, encore une fois, d'Airbnb qui a été lancée au début d'année, a un slogan simple, c'est « Never a stranger », ne soyez plus un étranger nulle part. La traduction française est assez catastrophique, c'est un partout à la maison. J'aime pas énormément, mais la promesse anglaise est beaucoup plus forte, c'est ne soyez plus un étranger nulle part. Et eux ont lancé leur première communication vidéo sur la présentation justement de ce concept et sur cette globe trotteuse qui va à Tokyo, qui va à Paris, qui va à Londres, qui va à Rio, qui va n'importe où et qui a toujours un bouquet de fleurs et qui rencontre toujours quelqu'un, etc. C'est peut-être pas le réel du consommer sur Airbnb, je suis bien d'accord. Mais ça fonctionne énormément en communication. C'est une très belle histoire. C'est une histoire humaine. C'est une histoire qu'on a envie de vivre. C'est une histoire qu'on a envie de partager. C'est quelque chose qui construit une marque de manière extrêmement forte. On raconte des histoires. En fait, le marketing de l'enthousiasme autour de ça, c'est raconter des histoires. Ça, c'est Michel et Augustin. Forcément, on ne peut pas non plus parler de marketing de l'enthousiasme sans parler de Michel et Augustin, puisque quelque part, ils l'ont inventé. C'est leur capacité à organiser des événements pour raconter et pour créer leur propre histoire. Ça, c'est la rencontre avec le patron de Starbucks à Seattle pour demander à ce que les cookies Michel et Augustin soient distribués dans le réseau Starbucks. On peut imaginer que l'histoire ne se tient pas toute seule et qu'il y a autre chose derrière, qu'il y a des négociations, qu'il y a un partage commercial, etc. Bien entendu, hein, je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais l'histoire qui a été racontée, envoyer 2 personnes aux États-Unis, les filmer en permanence pendant leur périple, rediffuser via Periscope, la plateforme de vidéo live, leur périple et les moments clés de leur histoire. Ils vont frapper chez le siège de Starbucks pour essayer d'avoir un rendez-vous, ils n'y arrivent pas, et on filme avec la secrétaire, ils téléphonent à Paris en direct, etc. Toute cette histoire qui a été racontée, c'est du partage de vécu, c'est du partage d'enthousiasme, parce qu'il y a l'enthousiasme des équipes de Michel et Augustin qui contribuent énormément. Le fait qu'ils aient choisi les 2 représentants, ces 2 représentants fait énormément pour le succès de la campagne, parce que ce sont des personnes qui portent un message extrêmement fort et qui portent un enthousiasme extrêmement fort. Ça construit une marque, ça construit l'image d'une marque qui ose, qui vit des choses, qui tente des choses et qui est très très forte en termes de communication. Du coup, sur ces différents exemples, j'essaye de résumer 9 points. J'essaye, c'est soumis à discussion et on discute et vous m'interrompez comme vous voulez. J'essaye de résumer 9 points qui pour moi sont cruciaux pour mettre en place ce que j'appelle le marketing de l'enthousiasme et l'exploitation de cet enthousiasme. Le premier point, et pour moi c'est le plus important, c'est de réinjecter de l'humain dans sa communication. Je ne dis pas que la communication du produit est finie, on aura toujours besoin de liquide vaisselle, on aura toujours besoin de café, on aura toujours besoin de produits. Il y a des marchés, il y a des secteurs qui se prêtent extrêmement bien à la communication produit. Par contre, quand on parle de tourisme, on a franchi le cap. On ne cherche pas un lieu, on ne cherche même pas une chambre d'hôtel, on cherche une expérience de voyage aujourd'hui. Et ça, la majorité des acteurs du voyage l'ont compris. Ils ne vendent plus une prestation touristique, ils vendent un moment de vie. Ils vendent ce moment que vous allez passer avec votre famille, ce moment que vous allez passer avec
de nouvelles personnes que vous allez rencontrer, avec des locaux, etc. Et la façon dont ce moment va bien se passer. Ce monsieur au milieu des artichauts, il vient d'une vidéo de promotion touristique de la Californie. On imagine que la Californie fait en permanence sa promotion autour de San Francisco, Los Angeles et du cinéma. La Californie a une capacité de production de contenu autour de son terroir, des vins, des oranges, des producteurs, etc., pour valoriser son tourisme intérieur qui est extrêmement forte. Et ils ne sont pas en train de présenter uniquement des lieux, ils sont en train de présenter des gens avec lesquels on va interagir quand on est en séjour là-bas. C'est de la communication qui s'adresse principalement aux locaux ou aux États proches. Ce n'est pas de la communication forcément internationale, mais c'est une communication très forte. Ils ont lancé une chaîne Instagram et une chaîne YouTube uniquement pour valoriser les restaurants. Et tout le pitch de cette chaîne, c'est d'avoir un testeur qui est envoyé 1 fois par mois, 2 fois par mois, qui est très identifié, qui est envoyé dans un restaurant et qui fait la vie du restaurant. J'arrive, je tope avec le chef, il m'explique ce qu'il y a dans les plats, je mange. C'est extrêmement scénarisé, c'est extrêmement travaillé, hein. C'est de la vidéo très très produite. Mais au final, ça fonctionne parce que la personne qui est là, elle n'est pas juste en train de décrire des choses, elle est en train de vivre quelque chose. C'est très américain, c'est très surjoué, mais ça fonctionne énormément. Le plus fort, c'est qu'eux ont mis en place une interaction avec leur communauté Instagram ou leur communauté Twitter, c'est-à-dire que si je trouve que le restaurant à Palo Alto, qui est à 2 rues de chez moi, est vraiment top, je peux dire à ce testeur, le mois prochain, ce serait vraiment bien que tu ailles manger à la brasserie ou au Tex-Mex qui est à 2 rues de chez moi, parce que franchement, je te le recommande. Le testeur se déplacera et si l'endroit vaut le coup, il fera cette vidéo et il fera la mise en avant de ce restaurant. Encore une fois, on n'est pas sur la mise en avant de grands lieux emblématiques au sens touristique guide Michelin traditionnel. On est dans la mise en avant de lieux de vie où on va vivre une expérience, pour le coup gastronomique, qui est différente de celle de d'habitude. Des expériences, justement. On promet des expériences. Ce que je disais tout à l'heure, hein, on ne vend plus des chambres d'hôtel, on ne vend plus des billets d'avion, on promet une expérience de voyage ou une expérience de séjour. Sibué, c'est un acteur de l'hôtellerie plutôt bien placé, 4-5 étoiles, qui opère principalement, on va dire, sur Rhône-Alpes et Provence. Honnêtement, de très beaux établissements. Ils ont refait l'intégralité de leur site en début d'année. On peut toujours trouver les hôtels si on veut, mais quand on arrive sur la page d'accueil, on n'a pas la liste des hôtels. On a une liste de thématiques. Croquer les diamants noirs pour la saison des truffes, souffler le chaud et le froid sur le côté spa, ce que je veux pour Noël, gastronomie et sport d'hiver, etc. La mise en avant des produits est extrêmement scénarisée. Je m'attendrais à aller sur un site d'hôtel classique ou aller sur Booking. Mon premier réflexe, c'est hôtel 3 étoiles, tranche de prix à Bordeaux. Et puis basta, et j'ai une liste d'hôtels. Eux se sont vendus au-dessus et remontent en valeur dans la chaîne de décision de l'internaute. Ils ne veulent pas s'adresser à des gens qui cherchent un hôtel, ils veulent s'adresser à des gens qui cherchent un séjour, qui cherchent une expérience, qui cherchent juste à sortir du quotidien. Et pour ça, ils ne mettent pas en avant leurs hôtels, ils mettent en avant un état d'esprit, un état de séjour qui va permettre, sur par exemple la cour des loges, souffler le chaud et le froid, qui va bien entendu permettre de mettre en avant l'offre spa, l'offre bien-être, l'accès à certains produits, etc. Mais l'accès se fait maintenant par des offres thématiques. Ça correspond à la gamme d'hôtellerie. Hein. Non, après ça correspond au public et ça correspond à la gamme d'hôtellerie. Il y a des moyens de le faire après sur de l'accès plus bas. Il y aura toujours un côté pratique, il y aura toujours un côté je cherche une chambre d'hôtel et je veux aller au Ibis du coin, donc voilà, je cherche une chambre d'hôtel. Je ne dis pas que ça va le remplacer, mais en tout cas, il y a forcément, pour séduire devant une offre qui est de plus en plus large, besoin de remettre en jeu, de remettre en perspective le produit pur pour en faire quelque chose de plus attrayant. Le troisième point, c'est les ambassadeurs. C'est en train de devenir quelque chose qui est indispensable en termes de communication. Si on communique plus sur le produit, si on communique sur l'expérience, il faut quelqu'un qui la garantisse, cette expérience. Il faut quelqu'un qui soit capable de dire cette expérience, vous allez la vivre de manière exceptionnelle parce que moi-même, je l'ai vécue de manière exceptionnelle.
Dans les cas les plus haut de gamme, on est sur mandarin oriental, donc on est sur le summum du luxe mondial. Le programme Is a Fan de mandarin oriental est juste hallucinant. Ils ont des moyens monumentaux pour mettre ça en place, je ne dis pas le contraire. Accor l'a fait, mais l'a arrêté avec M-Gallery. Christine Cotte-Thomas, qui était ambassadrice M-Gallery. Oui, mais c'est plus d'actualité, c'est les fins de... Ouais. Mais le programme de mandarin oriental, pour le coup, est mondial, met en avant une quantité de stars. Alors, ils ont bien sûr tout pensé. On est sur un marché international, Asie, États-Unis, Europe, Moyen-Orient. Donc, forcément, ils ont été chercher des ambassadeurs dans les différents pays. On a Lucie Liu pour l'Asie, on a Brian Ferry, ou on a Sandrine Bonner pour la France de mémoire. Il y a une trentaine d'ambassadeurs qui ont été retenus, qui sont sur... Ça, c'est une copie du print. Donc, c'est ce que vous allez trouver dans des magazines anglais ou dans certains magazines francophones très haut de gamme qui correspondent à leur cible, bien entendu. Vous l'aurez dans un The Good Life ou dans un Ideat, sur des magazines très, très lifestyle. Le point, on l'a aussi en support vidéo. La chaîne YouTube de Mandarin Oriental est extrêmement bien faite. Et vous avez l'ensemble des témoignages. Brian Ferry, qui pendant 2 minutes, avec énormément de soins de montage, etc., explique pourquoi il est fan du Mandarin Oriental de Londres. Voilà, c'est très très bien fait. Les ambassadeurs sont bien sûr à la dimension de la marque. Il était hors de question pour Mandarin Oriental d'aller chercher n'importe qui. Donc il fallait une certaine stature dans la présentation. Mais c'est très très important de pouvoir se projeter dans l'expérience de quelqu'un d'autre et dans l'expérience de quelqu'un que je reconnais pour diffuser les valeurs de la marque. En conséquence, la réponse de l'économie collaborative, pas la réponse, le gimmick de l'économie collaborative sur ce genre de choses, c'est la mise en avant de sa communauté en fait. Tout le monde ne peut pas aller chercher Brian Ferry, Lucie Liu, Sandrine Bonner pour faire la promotion de son produit. Ce que fait Uber extrêmement bien, c'est la mise en avant de ses conducteurs. Ce que fait Airbnb de manière extrêmement maligne, c'est la mise en avant des loueurs et des locataires. Ce que fait Blablacar également, c'est de raconter l'histoire d'un trajet en mettant en avant les usagers de Blablacar. On arrive en fait sur cette notion d'ambassadeur, mais qui est portée par la communauté et qui est portée par des portraits extrêmement qualifiés et extrêmement segmentés pour rassurer sur l'usage et sur le sérieux du produit. Penchez-vous sur la chaîne YouTube de Uber. Et ils ont une production de contenu qui est juste hallucinante en quantité. Ils ont une capacité d'aller chercher des chauffeurs dans tous les pays pour les faire témoigner, c'est assez hallucinant. Et vous verrez que 9 vidéos sur 10, c'est un témoignage de conducteur qui est là pour expliquer pourquoi il est chauffeur chez Uber et pourquoi il aime les valeurs de la marque, il aime conduire sa voiture, etc. Non, c'est pas des comédiens, c'est des vrais chauffeurs. Pour le coup, c'est des vrais chauffeurs. Vu la quantité de vidéos, le budget comédien qui devrait débourser serait assez impressionnant. Honnêtement, je pense que sur les témoignages, on est sur des vrais chauffeurs. Est-ce qu'ils sont payés pour le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur des vrais chauffeurs. Alors après, on a des montages vidéo. Ça, c'est une publicité corporate de la part d'Uber qui met en gros... on est à la limite de la marque recruteur, de la marque employeur et de la marque grand public, puisque l'idée c'est de se dire la valeur commune de Uber c'est le déplacement et c'est la liberté. Et la liberté c'est qu'un chauffeur peut très bien faire un break dans sa journée pour aller chercher ses gamins à l'école. Et la liberté c'est j'ai toujours un Uber près de chez moi et donc je peux toujours aller n'importe où si je suis usager, si je suis client du système. Il y a une valeur commune qui n'est pas totalement définie chez Uber, qui est encore en phase embryonnaire, mais on a ce genre de communication qui met en avant un usage et une communauté qui permet de construire ça. Les employés sont les meilleurs ambassadeurs en général. Mettre en avant ses coulisses, montrer son produit, montrer comment il est fabriqué. Pareil, j'ai été le chercher dans le très haut de gamme, c'est Eric Fréchon sur les cuisines du Bristol. Mais ça tire le produit vers le haut, être capable de montrer que les gens aiment leur travail, que les gens font ça dans les règles, partagent, forment des équipes, etc. On a des comptes Twitter, notamment dans l'hôtellerie, dans les compagnies aériennes aujourd'hui, qui sont
alimenté à 70% par des coulisses. Montrer les process qu'il y a derrière un embarquement pour une compagnie aérienne, ça a une valeur en termes d'image. Ça a une valeur de sérieux, ça a une valeur de professionnalisme. Ça a un petit côté secret. Quand on va toucher à de l'hôtellerie de luxe et qu'on va montrer le travail de la femme de ménage, il y a un petit côté, on me fait entrer dans les coulisses de la marque, je ne suis pas n'importe qui parce qu'on partage ces moments-là avec moi. C'est très très important dans la constitution des médias et dans la constitution de l'image de marque. Donc c'est important aussi que les employés soient utilisés pour la communication sur les réseaux sociaux et sur l'ensemble des contenus. Le 6e point, c'est abuser des réseaux sociaux. Tout ça, ça fonctionne si on a le moyen de relayer l'information. Hein. Bien entendu, tout le marketing de l'enthousiasme, il fonctionne et il existe parce qu'on a une capacité de production de contenu et parce qu'on a une capacité de diffusion de ces contenus. Aujourd'hui, il est extrêmement important pour une marque voyage d'être présente sur Instagram, d'être présente sur Facebook, d'être présente sur Snapchat, d'être présente partout où il y a une audience potentielle avec laquelle échanger ou à laquelle diffuser du contenu. On prend le parallèle avec Air France parce que la marque est extrêmement structurée sur le côté réseaux sociaux. Air France a un positionnement un petit peu biaisé entre guillemets sur ce secteur-là, à savoir que pour eux, les réseaux sociaux sont à mi-chemin du service après-vente et de la promotion commerciale. Du service après-vente, on le comprend très très aisément, c'est qu'une marque comme une compagnie aérienne doit répondre extrêmement vite à une demande. J'ai un problème d'embarquement, je ne suis pas certain que mon billet soit bien réservé, j'ai un problème au check-in ou ce genre de choses. Il faut une réactivité immédiate. C'est le rôle d'un Twitter, ça peut être le rôle d'un Facebook également. Pour mettre en place tout ça, Air France a une équipe de 65 personnes, SAV réseaux sociaux, qui est capable de produire du contenu sur Instagram, du contenu sur Facebook et de dérouler ce genre de communication. La clé aujourd'hui, les deux clés on va dire du marketing de l'enthousiasme en dehors du contenu, ça va être les ambassadeurs, d'être certain d'avoir des gens de confiance qui relaient une image, qui relaient une information produit et qui le relaient avec enthousiasme, qui ne le relaient pas de manière sceptique, qui le relaient en y croyant vraiment. Donc tout ce rôle des ambassadeurs, et les réseaux sociaux qui permettent de construire l'image autour de la marque et qui permettent de diffuser une somme de contenu que les utilisateurs peuvent liker, partager, se réapproprier. Il faut le créer le contenu après. C'est le vrai problème. Et j'ai pas de recette magique. Faut créer ce contenu. Faut profiter de tous les moments et les moyens pour créer un contenu qui soit, toujours en raccord avec l'ADN de la marque, avec son produit, avec l'expérience de voyage, avec l'expérience de produit qu'elle veut fournir, et deux, qui soit facilement assimilable sur différents supports. Je reprends l'exemple d'Air France, je prends aussi l'exemple de Marriott. Marriott est extrêmement précurseur sur ce secteur-là, en tout cas aux États-Unis. Marriott a une équipe qui doit faire de mémoire entre 60 et 70 personnes aux États-Unis, qui est uniquement dédiée à la production de contenu et du contenu de la marque. C'est-à-dire que quand Marriott a besoin d'un texte, d'une vidéo, de n'importe quel type de média à diffuser, online, offline, ils ne font plus appel à une agence. J'aimerais bien, mais non. Ils font plus appel à une agence, ils font plus appel à un producteur extérieur. Ils ont une équipe dédiée qui est capable d'assimiler n'importe quel brief et de sortir quelque chose qui respecte l'ADN de la marque et qui est directement exportable sur le réseau qui a été retenu. Donc on peut imaginer que Marriott ouvre un hôtel demain à Montréal, ils en ont déjà un, mais dans n'importe quelle ville. On a un plan média qui arrive, on a un plan de communication autour de cet hôtel qui arrive. Il y a une équipe interne qui est capable de sortir l'intégralité des photos Instagram, l'intégralité des contenus qui vont servir au guide papier, l'intégralité des vidéos et des guides de voyage de la destination à diffusion sur YouTube. L'intégralité des contenus textes, etc. Marriott a été jusqu'à créer sa propre chaîne sur Medium. Medium, c'est une grosse plateforme de blogging américaine où on a en général des billets qui sont assez longs, mais qui sont extrêmement partagés. Ils ont créé leur propre chaîne de contenu sur cette plateforme de blog qu'ils alimentent eux-mêmes avec du contenu destination, etc. Marriott a également sa propre rédaction dédiée à Snapchat
qui est capable de créer les contenus et de gérer les interactions sur Snapchat ou sur d'autres types de réseaux. Donc il faut vraiment prendre conscience que pour que ça fonctionne tout ça, il faut avoir cette capacité à créer du contenu, pas forcément en masse. L'idée n'est pas de floader, l'idée n'est pas de diffuser du contenu en permanence sur tout et sur n'importe quoi. J'avoue que j'ai eu aujourd'hui une petite indigestion de Retour vers le futur, par exemple. Je ne suis pas certain que ce soit positif pour l'image de marque de tout le monde d'avoir communiqué du Retour vers le futur. Mais en tout cas, il faut avoir cette capacité à traiter sur des éléments clés et sur des contenus clés, un contenu qui soit varié, diffusable et partageable facilement. Du coup, il faut penser global. En fait, il n'y a plus de digital, il n'y a plus de physique, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de on, il n'y a plus de off. C'est extrêmement compliqué à vivre quand on a été habitué à ça. Mais quand Airbnb monte sa maison flottante, ils ont déjà en tête le plan de relais auprès des blogueurs. Ils ont déjà en tête la communication qu'ils vont mettre auprès de la presse. Quand Voyage SNCF lance en avril dernier la co-construction de leur page de résultats de recherche, ils savent déjà au moment de lancer ça ce qu'ils vont faire comme action presse pour promouvoir ces points-là, qui ils vont mettre dans le bêta-test en termes de blogueurs influents, en termes d'influenceurs ou d'ambassadeurs pour relayer ou pour avoir la qualité de l'information, quel type de médias et quel type d'infographie va être diffusé sur Twitter pour mettre en place l'événement. Est-ce qu'il va y avoir du street marketing? Est-ce qu'il va y avoir ceci? On n'a plus d'action locale, on n'a plus d'action digitale pure, on n'a plus d'action off pure. On l'a encore sur des très gros groupes, mais ça va disparaître au fur et à mesure, et c'est ce que Airbnb ou Uber sont en train de faire et sur lesquels ils sont en train de monter la voie. C'est qu'on pense global en termes de communication. Il y avait une très belle opération de la part d'Uber que j'ai vraiment adorée qui a été faite pour la fête des pères. Ils se sont associés avec une start-up qui s'appelle Roadster, qui fait en gros du Uber des voitures de collection. Si vous voulez une Ford Mustang 66 pour la journée, vous allez dessus et puis vous trouverez quelqu'un qui a mis en location sa Ford Mustang de 66. Le produit est très clean, etc. Uber s'est associé à cette start-up et a utilisé cette start-up comme relais de son offre en montant le temps d'une journée une nouvelle offre qui était un Uber Vintage. Donc ils se sont associés, ils ont monté le plan global. La communication a été faite en commun entre les deux startups, les relais influenceurs, les relais presse, etc. Tout a été concerté. Mais on est au final sur quelque chose qui ne va pas faire un chiffre d'affaires monstrueux pour Uber. De toute façon, l'argent d'Uber, il vient de la communication quotidienne, il vient des courses quotidiennes qui sont traitées. Mais en termes d'image de marque, c'est quelque chose qui va être assez fabuleux. Et le dernier point important, je reviens sur Johnny Walker. Vous irez voir, il y a une autre vidéo qui date d'il y a un an à peu près, qui est une histoire de bateau qui est absolument somptueuse, dans lequel on parle quasiment pas de whisky. Il y a à peine un verre qui apparaît de temps en temps. Il faut quand même placer le produit, il ne faut pas déconner. Mais il y a un verre qui apparaît de temps en temps, mais ça raconte juste une histoire. Et cette histoire, elle raconte juste des valeurs de marque. On est sur de l'expérience, on est sur raconter des histoires, etc. Le point qui est sans doute le plus important dans tout ce marketing de l'enthousiasme, pour communiquer de l'enthousiasme, pour communiquer de l'envie, pour donner envie de partager, pour donner envie de discuter avec ses consommateurs, il faut une histoire. Il faut l'histoire de la création de son entreprise, il faut l'histoire des clients qui utilisent les différents services, il faut l'histoire des ambassadeurs de cette marque, pourquoi ils ont décidé de devenir ambassadeurs. Il ne faut pas forcément de la véracité tout le temps, pas forcément, mais en tout cas il faut une histoire, parce qu'on ne véhicule pas, on ne partage pas et on ne véhicule pas des valeurs, on ne diffuse pas de l'enthousiasme si on n'a pas derrière une grosse et une sérieuse histoire à diffuser auprès de ses clients et auprès de son audience. Voilà.